Je suis fils d'immigrés angolais. Chez nous, les frontières ont été tracées dans les villages qui ont été coupés. Si vous allez aujourd'hui à la frontière chez nous, il y a des gens qui dorment au Congo, mais qui vont au champ en Angola. C'est la même famille, mais la frontière les a divisés. Nos parents sont arrivés à partir de 1913, quand Salazar a pris le pouvoir au Portugal. Il a mis la dictature jusqu'en Angola. On a commencé à arrêter les jeunes garçons pour aller travailler les travaux forcés au profit de l'État. Et comme c'était juste la période où les Belges ont commencé à investir, construire le Congo, il y avait des boulots. Nos parents ont immigré, ils ont traversé la frontière. Très cher Papa Joseph, au nom de Jésus-Christ, au nom de votre foi qui vous a guidé durant toute votre existence ici sur terre, nous vous accueillons dans cette église basilique du Sacré-Cœur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comme il y avait des ouvriers spécialisés en Angola, quand ils sont venus au Congo, ils avaient la faveur des entrepreneurs belges. Parce qu'ils étaient mieux formés que les Congolais. Il n'y avait pas encore des travailleurs, des maçons, des charpentiers. La majorité, c'était les Angolais. Et quand ils arrivaient, on les engageait comme des contremaîtres dans les entreprises. Et aussitôt qu'ils commençaient à travailler, ils faisaient venir leurs frères et tout le monde s'est retrouvé au Congo. Là, moi, je suis reconnaissant envers la colonisation belge. Parce qu'il n'y avait pas de discrimination. Nous, les enfants des travailleurs angolais, nous avons les mêmes faveurs que les enfants des travailleurs congolais. On bénéficiait de tout. Enseignement gratuit, santé gratuit. La seule chose qu'on ne pouvait pas accéder, c'est dans l'armée et la fonction publique. Au nom de la grande famille Lutondo Minguele et de la famille Todi, je voudrais ici vous remercier, vous tous, parents, frères et sœurs, vous tous, amis et connaissances, qui avez vécu avec lui, qui l'avait connu, qui avait partagé sa vie. Joseph Nani Lutonda Minguele, que nous avons affectueusement appelé Pelé, Vieux Pelé. Il est né le 26 juin 1945 à Banana, dans la province du Congo central, où son père était en mutation. En 1947, la famille regagne Léopoldville, d'abord au quartier Roux et puis à Dendal, dans le quartier Bois-Vert où il grandit. De parents d'origine angolaise, habitant dans la commune de Kitambo dans la ville de Kinshasa, avant de déménager en 1951 dans la commune de Kassavubu, il passe toute son enfance dans cette même commune où il commence l'école primaire à la paroisse Christ-Roi et où il va nouer ses premières amitiés. Parmi ces personnes qu'il côtoie, certains deviendront des personnalités dans tous les domaines. Franklin Zinga, Jeff Kibonge, Kintoni Mayar, Rochero Tabouley, Franco Luambo Makiadi, Pelou, Godé Castello et tant d'autres. C'est aussi dans la nouvelle commune de Kassavubu qu'il va s'illustrer dans le football parmi les meilleurs joueurs de la commune. D'où son appellation de Pelé qui va lui coller à la peau toute sa vie. Il fut un chrétien baptisé. Et le jour de son baptême, l'Église lui avait confié la lumière pour lui dire « Joseph, sois cette étincelle, sois cette lumière pour tes frères et pour tes sœurs. » En signe de cette lumière qu'il avait reçue le jour de son baptême,
je vais inviter tous ces petits-enfants ici à l'hôtel et nous allons allumer ces quelques lumignons à partir du cierge pascal et ils vont les déposer sur le cercueil de leur papy. Je suis la lumière éternelle, je suis la lumière du monde. Nous, les Saint-Salvador, on n'avait pas beaucoup de bourses. On n'avait pas beaucoup de possibilités. Comme ça ne marchait pas, mes amis m'ont dit, fais tout pour arriver ici à Stuttgart, et puis on va essayer d'arranger ça. Je suis arrivé à Stuttgart le 7 octobre 70. Je suis arrivé un jeudi, vendredi on est parti à Bonn. Et là, on m'a expliqué pourquoi mon dossier était bloqué et qu'il ne pouvait rien faire pour moi. J'ai demandé l'asile en Allemagne. Je n'étais pas encore reconnu, je travaillais. En Allemagne, on pouvait travailler. J'ai profité, j'avais toutes les adresses des organismes de l'ONU qui étaient à Genève, qui accordaient des bourses. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Il y a un organisme qui m'a donné rendez-vous pendant les vacances de Pâques. J'ai fait un voyage d'une semaine à Genève et le jour que je suis rentré dans ce bureau. On dirait qu'on m'attendait. Je suis rentré, j'ai parlé à cette dame, Madame Leruc. On a causé pendant 10 minutes, je suis sorti avec la bourse. La seule condition qu'on posait, il faut avoir une inscription dans une université de l'Europe ou bien de l'Amérique. Moi, j'avais déjà mon inscription provisoire de l'ULB. Alors, na kosenga na ba o balingi ba bina autour ya cercle avait pelé ba ko bina kem. Po esika azali azo mona biso. Na sengi bino pardon boya ko bina. Et alors vous êtes allé à l'ULB, et pourquoi l'ULB? C'est la seule université qui inscrivait les Congolais facilement. On m'a inscrit, je suis allé au bureau social de l'ULB, chez Madame Van Roven. Madame Van Roven m'a délivré une attestation d'inscription définitive. Il a faxé mon inscription à Genève. Une semaine après, la confirmation de la bourse était là. J'étais en faculté de travail.
suis revenu de l'Allemagne avec beaucoup d'argent, presque 200 000 francs belges à ce temps-là. Comme je devais faire venir mon épouse que j'avais laissée et mon fils à Kinshasa, je commençais à envoyer des histoires à ma femme pour qu'elle puisse vendre. En tant qu'ancien banquier, je connaissais le système pour me transférer l'argent ici en devise. Ça me permettait de vivre décemment. Je suis arrivé en octobre 71. En novembre 72, mon épouse et mon fils, je suis allé les chercher sans vous. Mon épouse est avec moi depuis 72. Et entre-temps, vous mettiez sur pied Un petit commerce avec le Congo. avec le Congo. C'était la période que Matongue, qui ne s'appelait pas Matongue, commençait à s'épanouir. à s'épanouir. Hein, avec... C'était la bonne période. Là aussi, en tant qu'ancien étudiant de l'Obania, nous avons beaucoup combattu Mobutu. Mais Mobutu a fait du bon travail de 65 à 72. Le pays était bien géré. Parce que Mobutu n'avait pas touché à l'administration. L'administration était stable. J'ai toujours dit aux gens que Mobutu, c'est lui-même qui a creusé sa tombe. Parce qu'en 60, quand on a eu l'indépendance, les Belges avaient laissé une administration confortable. Et les jeunes universitaires ils sont arrivés au pouvoir là, Tshisekedi y compris, ils avaient initié avec l'UNESCO, ils ont créé une école nationale de droit et d'administration pour former les fonctionnaires qui n'avaient pas encore le niveau universitaire. En 61, le premier recteur de cette école, c'était Étienne Tshisekedi, le papa de Félix. Quand Mobutu a fait son coup d'État en 65, la première promotion de fonctionnaires qui avaient repris leurs études sortait de cette école. Donc Mobutu, quand il est arrivé au pouvoir, il a hérité d'une administration bien organisée, avec des cadres bien formés. Donc les premières années de Mobutu étaient à tel point qu'en 67, il a fait la première réforme monétaire pour sortir du franc congolais pour adopter les aïeux. Ça fait une réussite totale. Ils ont fait ça avec les fonctionnaires des universités de la Banque centrale, la Banque nationale et les fonctionnaires du Fonds monétaire international et la Banque mondiale. 2 ans après, le Congo est reparti. En 69, le Congo sortait du sous-développement, était classé parmi les pays en voie de développement. Et le Congo était assis sur un matelas de devises. Le pays était bien géré. 2 ans après, à partir de 72, quand il a dévié pour instaurer un père parti-État qui a détruit l'administration et la zaïnisation a détruit l'économie, c'était la descente aux enfers. Veuillez vous lever pour l'acclamation. En 71, 72, nous les jeunes, surtout les Kinois, après avoir travaillé à la maison, on venait
nous défoulions au Matongi. Il y avait le Mambo le soir, mais la journée, il y avait London Pub de Francis, Camara, Marilou cherchait Tsuka, c'est maintenant un parc. Donc c'est là où on venait se défouler un peu pour reprendre les forces pour aller travailler. Et comme ces blancs-là qui travaillaient avec M. Francis, M. Terry, M. Merthe, ils étaient dans les blues, ils ont eu l'idée d'acheter en Hollande les pannes wax. Alors il y a des femmes qui venaient de Kinshasa pour acheter ces pannes-là. Moi j'envoyais les wax à mon épouse. Quand il vendait, il allait à la banque pour me transférer l'argent. Et on pouvait vivre de ce commerce. Oh, Monsieur Lehmann, je vous dirais une chose. La vie qu'il y avait au Congo à ce moment-là, personne ne voulait rester ici. On venait pour étudier, pas pour rester. Mais vous êtes resté. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui avaient changé. À partir de 76. Et 78, il y a les gens d'Erzaïr qui ont commencé à venir. Et c'est à partir de là que les gens venaient pour demander l'asile. Les gens commençaient à fuir le Congo pour venir ici. Cet homme avait toujours des paroles encourageantes qui sortaient de sa bouche pour le bien des gens. Papa Pelé, comme le bon pasteur, c'était cet homme qui avait le sens de la disponibilité. Il était toujours disponible pour rendre service à tout le monde. Comme le Père miséricordieux, Papa Pelé a été cet homme qui avait le sens de la miséricorde. Il ne gardait pas des choses dans son cœur matin, midi, soir. Mais il savait pardonner et passer l'éponge à certaines choses parce qu'il savait que la vie est devant nous. Que Dieu lui donne une place de choix dans sa maison. Chers bien-aimés dans le Seigneur, après ce petit moment de méditation, l'heure est arrivée de venir dire au revoir à Papa Pelé. Moi, personnellement, n'eût été mon épouse et les enfants, je ne resterai pas ici. La belle vie, c'était à Kinshasa. Ça, des grogolades, c'est à partir vraiment de 90. Pour mettre les enfants au Congo, il fallait avoir d'abord de bonnes structures personnelles et puis dépenser beaucoup d'argent pour l'enseignement, pour mettre l'enfant dans des bonnes écoles. Dites, votre famille habite un peu partout. Vos frères habitent où? Mon frère, Ouais. j'ai un frère en France, j'ai un frère à Lausanne. Des neveux et mes nièces, mes petits-enfants de la famille, ils sont aux États-Unis, au Canada, à Londres, ici et un peu en France. Toute ma famille est ici. Et vous êtes en contact Permanent. par WhatsApp, téléphone. Je suis l'aîné de la famille. Tous ceux qui étaient avant moi, ils sont morts. Et il y a encore la grande famille chez nous. Quand on parle de la famille, moi par exemple, je suis chef de clan. Le clan de ma mère. Ma mère, ses cousins, ses cousines, tous dépendent de moi. C'est ma famille. Je suis obligé de m'occuper d'eux. Chaque fois qu'ils m'appellent pour un problème, je dois chercher une solution. S'ils ont besoin de moi, ceux qui sont au Portugal, ils me payent le ticket d'avion pour aller régler le problème là. Ceux qui sont en Suisse, ils font la même chose. Même aux États-Unis. Si on parle d'association dans le monde congolais, la première association, c'est la famille. Oui, Et après, les amis du quartier. Et après, c'est les amis de la ville. Nous, par exemple, nous qui sommes de Kinshasa, moi je suis le chargé des relations publiques de notre association, des enfants de tous ceux qui viennent de Kin, l'amical Lipopo. qui viennent de Kin, de la période que vous étiez à Kin. Oui, des gens de ma génération, tout le monde me connaît. Moi, j'ai l'impression que le moment où les Congolais à Bruxelles se rencontrent de plus, au sens le plus large, c'est plutôt
les moments de recueil à l'occasion de décès de quelqu'un, Pour le moment ici, c'est ça. même s'il ne fait pas partie de votre groupe, disons. Ça, c'est naturel chez nous, les Congolais. Même à Kinshasa, c'est la même chose. Mais de notre temps, quand on était étudiant, c'est Matongi. Comme on était tous étudiants, on allait se relaxer à Matongi. Nous, de notre génération, ce sont les études qui nous réunissaient. L'église catholique, dans les messes, et le football. Moi, j'ai l'impression, mais c'est venu après. Donc, il y a une première période, et puis à un certain moment, il y a ces églises-là, pentecôtistes et autres, qui sont venues. Ça, c'est dans quelle période? Dans les débuts 80. Parce que de notre temps, il n'y avait que l'église catholique qui s'occupait de l'enseignement, l'armée du salut s'occupait un peu aussi, et les protestants, c'est tout. Et nous, les enfants de l'école catholique, on se connaissait presque tous. C'est la première église non conventionnelle. C'est l'église kimbangiste qui a réussi. À partir de 58, l'église kimbangiste, qui était une église, a été reconnue grâce à la Bako. La Bako, le parti de Bakongola, a mis les revendications des quintoidistes, qui sont les adeptes de Simon Kimba, qu'on a arrêtés, qui priaient en clandestinité. Pour les disperser, on les reléguait dans les prisons provinciales, notamment mon épouse. J'ai des photos chez moi à la maison où ma belle famille était reléguée à la prison d'Angenga, à Osho. Alors, en 58, quand la Bako a repris les revendications du rapatriement de tous ces Bakongos-là qu'on avait arrêtés, et le corps, la dépouille de Simon Kimba devait être rapatriée à Kinshasa, c'est à partir de cela que cette église a fait tellement de bon travail. Ils se sont bien organisés, ils ont créé des écoles. C'était la première église non conventionnelle. Certains gens, il suffit de bloquer la Bible, ils sont devenus des pasteurs. Tout a été un peu initié par le modèle kimbangiste. C'est ça un peu? La contestation. La contestation contre l'Église catholique. Surtout. Qu'est-ce qu'on reprochait à l'Église catholique? Sa complicité avec le régime de Mobutu. Alors que Mobutu... il a chassé Maloula. C'est le seul qui tenait tête à Mobutu. Moi, je connais Maloula, j'avais 6 ans. Quand je suis entré en première année, en 51. Ça, c'est un homme intelligent. Parce qu'il venait chez nous. Parce que moi, j'ai un oncle qui était prêtre. Et grâce à lui. Parce qu'il fallait qu'elle convainque notre maman. Parce que notre maman ne voulait pas que son petit frère aille au séminaire. En 54, c'est Abbé Joseph Maloula qui était notre curé à Christ-Roi. Et il venait à la maison pour parler à maman. Et il a convaincu maman. Maman a laissé partir l'oncle au petit séminaire en 55.
Bandinga pe Bandeko. Angolais d'origine, Pelé était Congolais de cœur, mais surtout Quinois de vie. Oui, Pelé était un vrai Quinois, c'est-à-dire un homme sociable, aimant la vie en communauté, qui met en premier plan la solidarité et l'amitié. Cet état d'esprit a fait que Pelé a été à la base de la création de la ASBL Amicale Lipopo-Belgique, dont il a été l'un des piliers. Sa disparition est pour cette association une perte incommensurable. Pouvo, on t'a toujours appelé Pouvo d'amour parce que tu l'as été. Je me souviens l'an passé, quand tu es venu chez moi, tu m'as dit, Pouvo, que Dieu me prête vie. Quand j'aurai mes 80 ans, je peux partir en paix. J'ai été à l'école primaire avec Pelé. Et nous avons été pendant 6 ans dans une même salle de classe, de la première à la 6e primaire. Pelé et moi, nous sommes nés le même mois. Mais, après vérification, j'étais son aîné de 7 jours. Et ça, c'était un accrochage. Pelé n'a jamais accepté que je sois son aîné. Vieux Pelé, ton départ laisse un vide immense dans ma vie et dans la vie de tous ceux qui t'ont connu. Je promets de faire vivre ta mémoire. Je ne cesserai de parler de toi et de tes bienfaits. Chez Papa Pelé, il y avait toujours des étrangers. Chaque fois que l'on venait en vacances, début des années 80, je n'avais pas 20 ans, il y avait toujours une personne qui venait et qui dormait, qui partageait la chambre de Richard. Richard qui est là, Richard n'a jamais dormi dans sa chambre seul. Il y avait toujours une personne que Papa Pelé recevait. Il était disponible à aider les gens et ça, il l'a fait jusqu'à son lit de mort. Mais on ne peut pas me demander une minute pour marquer l'impact qu'a eu Tonton Pelé sur nous tous ici. Ça va être très difficile pour moi aussi. Il a fait énormément pour la famille Bemba. On a des liens très forts avec cette famille Minguele. Ce ne sont pas mes cousines, ce sont mes frères et mes sœurs ici. Et que dire de maman Christine qui a toujours été là pour nous. Je regarde devant moi tous ces gens venus lui rendre hommage et je me dis qu'aujourd'hui, c'est vous et c'est votre amour qui lui donne sa place au paradis. De là au-dessus, je suis certain qu'il vous regarde et qu'il est fier de ce qu'il a accompli dans la vie. Vous en êtes témoignage, tous. Papa Pelé, tu vas manquer à tout le monde. Et normalement, quand un artiste a fini son spectacle, le rideau tombe. Et les spectateurs se lèvent et l'applaudissent pendant 1 minute pour lui dire merci. Thank you.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu notre Père, fortifie notre foi et notre espérance, tandis que nous conduisons vers son repos, celui dont tu sais tous les labeurs et le travail accompli sur cette terre. Nous t'en prions que tout ce qui était saint et grand pour Papa Pelé soit respecté par ceux et celles qui continuent son œuvre. Que lui soit pardonné ce qu'il a pu faire de mal et que soit reconnu ce qu'il a fait de bon. Toi qui vis et règnes maintenant et pour les siècles de siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nzambe abokasi bonso abenisa bino tata mwana na elimo santu. Mekamasi mokele na bobo. Maintenant, vous êtes pensionné, non? Oui, depuis 15 ans. Vous allez encore à Kinshasa? La dernière fois que j'y étais, c'était en 2002. Mais j'avais l'habitude d'y aller tout le temps. Si Dieu veut, j'essaierai la honte. Mais vous restez en Belgique, enfin, ou pas? Oui.